Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau taux directeur à 2,5%, nouveau taux de croissance revu à la baisse à 2,6% en 2024, toujours selon Banque Al-Maghrib, et un nouveau taux de chômage annoncé cette fois par le Haut Commissariat au Plan sur la base des résultats du recensement général de la population et de l'habitat. Le chômage frapperait 21,3% de la population active en 2024, soit en hausse de 5% en 10 ans, selon toujours le HCP. Loin de l'optimisme de certains, la réalité des chiffres ne rassure guère. À noter aussi que dans son tout dernier rapport 2023-2024 paru il y a à peine quelques jours, la Cour des comptes insiste sur une mobilisation urgente des ressources pour garantir une trajectoire économique soutenable et transformer les ambitions en réalité tangibles. Et si l'on prend par exemple la locomotive des investissements nationaux, les investissements publics en l'occurrence, leur qualité laisse à désirer. La Cour pointe en effet des études préalables insuffisantes et une exécution souvent déficiente. Alors ce soir, nous creusons dans les dessous de ces dernières publications économiques émanant de 3 institutions distinctes et surtout indépendantes. Pour le débat, j'accueille d'abord sur le plateau de questions d'actu le professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Ferranou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Se joint à nous depuis Casablanca le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, professeur Abdelatif Komat. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Marhaba bik. Nous allons commencer cette émission par la politique monétaire Banque Al-Maghrib qui réduit donc son taux directeur à 2,5%. Zakaria Ferranou, les dessous de cette décision. Très bien. Les dessous, je dirais les causes de ces décisions sont économiquement justifiables par la Banque centrale ou par le Conseil de la Banque centrale. Donc une décision qui peut être premièrement, je dirais, argumentée par les conséquences que vit par exemple l'économie européenne ou l'économie américaine. Donc nous avons vu que la BCE a réduit son taux directeur, donc dans l'ultimatum économique disait à l'époque, il y a quelques semaines, que l'inflation se stabiliserait dans un niveau acceptable par la BCE. Également, au niveau de la Fédérale Réserve, nous avons une politique monétaire qui reste toujours accommodante avec un assouplissement qui continue à percer au niveau international. Donc là, les tensions inflationnistes au niveau international n'existent plus comme on les a vécues en 2022-2023. Et donc, ce qui permet de dire qu'il n'y a pas de l'inflation qui sera importée au niveau marocain pour les 6 trimestres de la décision de la politique monétaire d'hier. Également, je rajouterai les éléments endogènes à l'économie marocaine. Donc, si on regarde un peu le tableau de bord de l'économie marocaine, donc la situation reste un peu sur le plan macroéconomique favorable. Premièrement, nous avons, je dirais, il n'y a plus de tension inflationniste. Nous avons un taux d'inflation qui va se stabiliser à la fin de 2024 avec un niveau de 1,8%. On va y aller vers, je pense, 2% en 2025 et probablement une reprise de l'inflation à partir de 2026. Donc là, on reste un peu sur un horizon où l'inflation ne constitue pas un risque très alarmant pour la politique monétaire. Deuxièmement, les indicateurs macroéconomiques sont, je dirais, en vert, comme le dit le gouverneur de la Banque centrale. Nous avons un déficit budgétaire qui est maîtrisé. Donc, on va tabler en 2025 sur 3, on peut y aller vers 3,9 ou 4%, je dirais, en 2025. Également, nous avons un taux de croissance qui reste positif. Donc, on table sur une croissance future qui sera aux alentours de 4,2. Si la réponse de l'agriculture... Pour 2025. 2025, je parle 2025, mais je ne parle pas 2024. Celui de 2024, il a été revu à la baisse. Voilà, mais la décision de politique monétaire, elle porte sur les 6 trimestres futurs. Ça veut dire qu'on est en train de parler de 2025 et moitié 2026. Donc 2024 est derrière nous. Ça veut dire qu'on est plus dans une logique de, je dirais, de réévaluation de la croissance en 2024. Mais la décision de politique monétaire, elle porte sur le futur. C'est une décision prospective pour le futur. Et donc automatiquement, 2025, nous tablons sur une croissance qui sera aux alentours de 4,2%, ce qui est aligné avec la loi de finances. Et aussi, il y a une situation que je dirais, sur le long terme, il y a une croissance à long terme qui sera soutenable sur les 2026-2027. Et ça reste en fait aligné avec les prévisions qui ont été fournies par la Banque mondiale dans le World Economic Outlook.
Également, je rajoute à ça un élément très important, c'est que la situation en termes de croissance du crédit aux alentours de 5% et aussi des dépôts aux alentours de 4% ou 4,6%, c'est une situation qui laisse présager pour Banque al-Maghrib qu'il n'y a pas une raison pour rester un peu restrictive en termes de politique monétaire et pouvoir aider l'économie. Alors, pouvoir aider l'économie en réduisant à 2 reprises cette année, rappelons que la dernière réduction du taux directeur par la Banque centrale était de 25 points de base à de 75%. C'était le 27 juin 2024, après un statu quo le 21 mars. Bref, vous avez parlé d'une projection sur 6 trimestres. Professeur Komat, les dessous donc de cette décision, mais maintenant les impacts de cette décision, de ces 2 décisions, parce que si on les additionne, ça fait quand même 50 points de base en l'espace de 6 mois. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à récolter les fruits de ces 2 décisions de la Banque centrale en réduisant donc le taux directeur dans un avenir plutôt à court terme ? Par exemple, ou peut-être quand pouvons-nous réellement ressentir l'impact de ces 2 décisions de Banque al-Maghrib? En fait, l'impact, on peut le ressentir parce qu'il y a quand même un décalage entre la décision de Banque al-Maghrib et les décisions des banques commerciales pour répercuter justement la baisse de taux directeur sur les taux consentis par les banques. Donc, c'est vrai, c'est à court terme, mais pas dans l'immédiat qu'on va ressentir cet effet. Alors, ce qu'il faut rappeler, vous l'avez dit, c'est que c'est vrai, il y avait 2 baisses successives, mais on est encore, je dirais, loin entre les taux qui étaient en vigueur il y a 3-4 années. Donc, ce qui fait que ce n'est qu'un retour à la normale qui se fait progressivement. Alors, bien évidemment, cette décision, aussi bien au niveau Maroc qu'au niveau international, d'agir sur les taux directeurs, c'est un arbitrage. C'est un arbitrage entre, justement, la maîtrise de l'inflation et la stimulation de la croissance. L'objectif, il est double. C'est bien évidemment d'alimenter l'investissement, mais également de stimuler la consommation, d'où, bien sûr, cette décision qui est justifiée. Alors, bien évidemment, qu'en est-il pour l'avenir? Est-ce qu'on va continuer dans cette tendance baissière? En fait, le Banque centrale, il a toujours dit, c'est une analyse qui se fait d'une manière, je dirais, continue, et la décision se prend en général sur la base de la situation du pays, sur la situation économique et financière et monétaire du pays, mais également sur la tendance sur le plan international, parce que le Maroc est un pays très ouvert sur l'international. Il suit de près l'évolution de ces différents indicateurs au niveau international. Et donc, on ne peut pas présager de ce qui serait l'avenir dans le prochain conseil d'administration qui est prévu dans 3 mois. Mais toujours est-il, la tendance laisserait croire que certainement on va aller vers une tendance baissière. Alors, en parlant de tendance baissière, parlons à présent du rapport de la Cour des comptes. Et là, on peut dire qu'il ne faut pas aller du dos de la cuillère, hein. Le temps presse, c'est ainsi que la Cour des comptes a résumé l'urgence dégagée par son rapport donc, annuel 2023-2024, un état des lieux et en même temps une feuille de route, parce qu'il y a eu des recommandations aussi de la Cour des comptes. Professeur Ferrano, nous sommes face à une situation quand même et un tableau dressé par les magistrats de la Cour des comptes qui n'est pas très reluisant et qui inquiéterait même les magistrats de cette même Cour. Tout à fait. Bon, je dirais fin d'année de chiffres, hein. Il y a beaucoup de chiffres qui sortent en fin de décembre. Donc, nous avons la Banque centrale qui sort, nous avons également le HCP, nous avons le rapport de la Cour des comptes. Et donc, c'est une matière à analyser. Ça veut dire que c'est une évaluation, je dirais, pas à mi-parcours, mais c'est une évaluation des politiques publiques qui ont été menées durant plusieurs années. Et donc là, la Cour des comptes, lorsqu'elle sort avec son rapport, permettez-moi de dire un élément très important. La Cour des comptes, c'est parmi les institutions qui ont un accès à ce qu'on appelle l'État ou le bilan consolidé de l'État. Et donc ça, c'est un élément très important. Lorsqu'on parle de bilan consolidé de l'État, ça veut dire qu'elle a l'information sur tous les comptes de l'État de façon consolidée. Et donc ça lui permet, premièrement, de dresser des bilans sur les politiques économiques qui sont mises en place, les politiques sociales, mais également examiner la rationalisation de l'ensemble des dépenses qui sont déployées par le gouvernement, par les administrations publiques. Et donc sur ça, nous avions un bilan, je dirais, global sur l'ensemble ou sur l'état des lieux de plusieurs projets. Bon, je ne vais pas en citer tout, mais nous avions
des remarques qui ont été formulées sur la politique d'investissement, donc l'inefficacité toujours de la politique d'investissement, et ça c'est une chose qu'on connaît d'ores et déjà. Donc nous avons beaucoup d'investissements, mais avec valeur ajoutée, taux d'employabilité très faible. Taux d'investissement public. Oui, tout à fait, je parle du public. Voilà, juste pour préciser. Je parle effectivement, public. Je parle de ce qui est budgétisé au niveau de la loi de finances chaque année. Et donc automatiquement, on parle de l'État et des établissements aux entreprises publiques. Et donc automatiquement, si je prends comme exemple, on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les 340 milliards qui sont budgétisés chaque année au niveau de la loi de finances. Donc ce budget de l'État qui est déployé, donc là, on sait très très bien que l'ICOR, l'indicateur qui permet de mesurer la performance de cet investissement, ne permet d'avoir qu'un taux entre 8 à 9. Ça veut dire pour chaque 9 dirhams investis ou 8 dirhams investis, nous n'arrivons que générer 1 dirham. Et donc automatiquement, ça ne permettra pas d'avoir un impact sur l'employabilité. Je rajouterai un élément très important. Sur l'investissement, il faudra qu'on soit clair. On investit, mais quelle est la contribution de l'investissement public dans la croissance? Il ne contribue que 0,8% à la croissance. Ça veut dire dans les 4% qu'on pourra générer, il n'y en a que 0,8% qui font partie de ce qu'on appelle la valeur ajoutée investissement. Et donc automatiquement, c'est normal que la Cour des comptes va dire nous avons toute une enveloppe qui est déployée dans l'investissement, mais nous n'avons pas un retour. Il y a également plusieurs secteurs qui ont été touchés. Il y a le secteur de la rationalisation des dépenses. Nous avons aujourd'hui un problème qui est très important à gérer sur le moyen et long terme, c'est la soutenabilité des dépenses budgétaires. Et donc nous savons que la protection sociale, nous savons aussi que la restructuration du secteur de la santé, de l'éducation, tous les programmes sociaux qui sont mis en place, il faut vraiment qu'il y ait un budget qui soit stabilisé et soutenable sur le long terme. Comment on pourrait avoir ça? Il y a deux solutions. Il faut trouver un mariage de financement qui soit le plus optimal. C'est ce qui a été indiqué par la Cour des comptes. Et deuxièmement, il faut, et ça c'est très important, deuxièmement, il faut rationaliser les dépenses. Et encore plus. Comment rationaliser les dépenses? D'autant plus que si la même Cour explique que l'imprécision dans la définition des besoins et leur prioritisation sont le résultat aussi d'études préalables peu fiables, voire inexistantes. Pourtant, il y a des études, il y a des budgets qui sont dédiés à ces études qui coûtent des millions de dirhams par département. Très bien. Première réponse, c'est que je reprends les termes de la Cour des comptes et la vision de la Cour des comptes. Aujourd'hui, on devrait avoir un ciblage de l'investissement par croissance. Oui. Ça veut dire quoi un ciblage de l'investissement par croissance? Il ne faut pas investir pour investir. Il faut investir dans les secteurs qui sont générateurs de valeur ajoutée. Aujourd'hui au Maroc, on est clair, il n'y en a que 5 secteurs dans le futur qui permettront de générer de la valeur ajoutée. Et qui dit valeur ajoutée dit employabilité. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec la Cour des comptes, il faut avoir un recentrage de l'investissement dans les secteurs phares. Il ne faut pas que... Aujourd'hui, la vision, elle est claire. Lorsqu'on part au Parlement pour voter la loi de finances, on a des investissements par département. Mais on n'a pas une vision par projet, par secteur porteur. Et donc, automatiquement, il faut changer cette idée. Et donc, la Cour des comptes a raison, parce que le Maroc, il a choisi sa mission. Nous avons des secteurs aujourd'hui qui sont pour nous les avantages comparatifs du futur. L'hydrogène vert, etc. Je ne vais pas en citer pour ne pas rebondir sur les mêmes thématiques qu'on aborde toujours, mais il faut avoir cette stratégie. Deuxième élément, lorsqu'il nous dit rationaliser les dépenses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une stratégie de recentrage et vous investissez dans les secteurs qui sont porteurs de valeur ajoutée, mais automatiquement vous allez rationaliser parce qu'il y a beaucoup de dépenses que vous n'allez pas mettre en place pour les mettre. Sociales. Voilà. Il y a des dépenses à caractère social. Voilà. Quelle est la valeur ajoutée de ces dépenses à caractère social? Mais le secteur social est un secteur stratégique porteur pour le Maroc. C'est parmi les 5 secteurs. Mais il y en a d'autres secteurs où nous déployons beaucoup d'argent. Et laissez-moi le dire tout court. Aujourd'hui, on attend toujours ce qu'on appelle la politique ou la stratégie de placement de l'État. Ça veut dire la stratégie ou la politique de participation de l'État. Pourquoi? Nous sommes sur plusieurs secteurs. Et il faudra qu'on fasse une stratégie de recentrage. Et là, on parle toujours du budget de l'État, mais il ne faut pas oublier, on parle dans les 340 milliards, de 160 milliards État. Mais le reste, ce sont les entreprises publiques. Et c'est ça ce qui nous intéresse. C'est l'État actionnaire. Voilà, c'est l'État actionnaire. Et ça, c'est ce qui permettra le recentrage. En parlant de protection sociale, la Cour des comptes, professeur Komat, préconise de transformer les aides directes en source de revenus durables. Comment, selon vous, cela est-il concrétisable, si je puis me permettre l'expression, sur le terrain? En fait, la notion de durabilité, elle est fondamentale. Aujourd'hui, nous sommes en train, en fait, de renverser la tendance. Vous savez que, et ça c'est une tendance, je dirais, recommandée, notamment par les instances internationales, c'est d'aller vers les aides directes aux personnes en nécessité
et de ne pas justement soutenir les produits de première nécessité qui pourraient bénéficier parfois aux classes aisées, beaucoup plus aux classes dans le besoin. Et donc ça, c'est un choix stratégique du Maroc dans le cadre de son État social qui aujourd'hui est entré en vigueur. Alors cela, bien évidemment, suppose un effort énorme de la part de l'État. Vous savez que lorsqu'on évoque aujourd'hui la couverture sociale, c'est un budget de 51 milliards de dirhams, dont pratiquement la moitié est du ressort de l'État, parce qu'il s'agit de soutenir, notamment bien sûr, il y a les aides sociales directes, mais il y a également le soutien à la couverture médicale. Mais comment on peut transformer les aides directes, justement, comment transformer les aides directes en source de revenus durables? Alors, la durabilité, en fait, il y a deux sens à la durabilité. La durabilité, c'est dans le temps. C'est dans le temps, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait les moyens d'entretenir cet élan qui est aujourd'hui en place par l'État. Il ne faudrait pas que cet élan soit sujet à des perturbations par manque de moyens pour assurer sa durabilité dans le temps. C'est cette dimension-là, à mon sens, qui évoque la notion de durabilité. Parce qu'il y a en fait un risque, et ça, c'est un, je dirais, des points forts du rapport de la Cour des comptes, c'est la dimension financement de cet effort, de cette trajectoire dans laquelle le Maroc est entré aujourd'hui. Aujourd'hui, le Maroc il est engagé dans plusieurs projets qui absorbent beaucoup de moyens financiers. Aujourd'hui, on parle de l'investissement. Alors, les 320 milliards de dirhams, on parle de l'État social avec les 50 milliards de dirhams. On parle de cette tendance, je dirais, d'aller vers l'économie verte, vers un certain nombre d'investissements lourds. Et l'inquiétude de la Cour des comptes, c'est que l'État puisse absorber cet effort-là sans que cela ait un impact négatif, d'une part sur ses équilibres financiers, macroéconomiques, mais également sur la dimension sociale. Et la dimension sociale, bien sûr, c'est le financement de l'État social et notamment cette aide directe aux citoyens qui devrait être maintenue et entretenue. Et donc, c'est ce qu'on entend par la durabilité. C'est la durabilité dans le temps. La Cour recommande une refonte de la gouvernance de l'AMO. Très bien. En instaurant des mécanismes de contrôle plus robustes. Voilà. Très bien. Pour compléter, moi je crois que le mécanisme d'aide sociale qui a été accordé, c'est bien, c'est une révolution en termes de protection sociale, mais il ne faut pas que ça se transforme en rente. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, il faut... Bon, ça c'est un mécanisme, lorsque vous donnez un mécanisme de soutien, et on avait ce débat, je me souviens, il y a 2 ans ici, même dans ce plateau, on a discuté le fait de donner des aides sociaux directes qui sont accordées aux ménages ou ceux qui ont le droit d'y accéder. Bon, le choix a été fait, mais il faut en même temps qu'il y ait une préoccupation très importante sur le plan économique, c'est que ça peut se transformer. Au-delà que ce soit une aide sociale, ça deviendra quoi? Ça deviendra une rente. Un assistanat, un système d'assistanat, voilà. Et ça crée des assistés et pas des... Tout à fait. Ce risque-là, il pourra entraver la productivité de l'économie. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un nombre très élevé de ceux qui reçoivent les aides sociales, automatiquement, ça pourra leur donner ce qu'on appelle un problème d'aléa moral. Pour m'expliquer rapidement, c'est qu'ils peuvent avoir une action à l'encontre de ce que vous voulez. Pourquoi nous avons fait des aides sociales? C'est pour pouvoir alimenter et augmenter l'indice de développement humain. Ça veut dire quoi, augmenter l'indice de développement humain? Ça veut dire qu'ils doivent accéder à l'éducation, ils doivent augmenter dans l'ascenseur social et ils doivent contribuer à la productivité de l'économie. Et ils doivent travailler. C'est ça, la productivité. Oui, mais on parle d'un taux de chômage de 21,3% dans la population active, chiffre qui, rappelons-le, concerne l'emploi formel. Et on va finir par cela, parce qu'il nous reste 3 minutes, si vous le permettez, professeur Ferrano. Le HCP, et ce sont les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat, 21,3%. 21,3%, taux de chômage. C'est 5% de plus qu'il y a 10 ans, qu'en 2014. Très bien. C'est 5 points de plus qu'il y a en 2014. On était à 16%, 16,4%. Exact. Aujourd'hui, nous sommes à 21,4%. C'est un élément... Voilà. Bon. Le pourquoi, bon,
Premièrement, laissez-moi, pour être vraiment très pragmatique dans le raisonnement, le Maroc est passé par 2 cycles durant les 25 années. Entre 2000 et 2010, 2011, 2012, nous avions des régimes de croissance qui permettaient l'emploi. Il faut être clair sur ça. On arrivait à créer des emplois entre 150 et 160 000 durant les 10 premières années. Ça veut dire entre 2000 et 2012 ou 2013. Et ça, c'est écrit toujours dans tous les écrits au niveau du HCP et autres organismes. Deuxièmement, à partir de 2014. 2014, c'est le recensement, on est à 16%. Premièrement, à partir de 2014, on a commencé ce qu'on appelle les scénarios de crise. La crise 2008, dont l'impact a été au Maroc en 2012 exactement, en 2013. Et à partir de là, jusqu'à 2019-2020, on est rentré dans une série de crises. La crise Covid et également la crise ukrainienne, la sécheresse, etc., etc. Donc tous ces problèmes, durant les 10 dernières années, se sont conjugués pour pouvoir rendre la croissance incapable de créer de l'emploi. Avec 3,2, 3,4, 3,6, avec le plafond qu'on a de 4%, on ne pourra pas créer de l'emploi. Ça, il faut en être sûr. Et je pense que hier, le gouvernement... Ça, c'est vous qui le dites. Le gouvernement dit autre chose. Très bien. Il dit qu'on peut créer de l'emploi. On parle de centaines de milliers d'emplois à créer. Tant mieux. Tant mieux. Moi, ce que je sais, on ne les voit pas sur les chiffres. Moi, ce que je sais, c'est que sur le plan économique, et moi je parle en tant qu'universitaire, la loi d'aucune, il nous dit très simplement, sur le plan économique, avec 3%, on commence à générer de l'emploi. Parce que 3%, il va nous permettre de récupérer l'inflation. Si on est à un taux d'inflation de 2%, et deuxièmement, permettre le revenu de long terme pour les populations, ça veut dire le taux de fécondité dont on parlait aussi dans le recensement. Et donc, au-delà de 3%, c'est là où on va commencer à parler d'employabilité. Inférieur à 3%, il n'y a pas de création d'emplois. Comme ce fut le cas pour 2024. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la loi d'aucune qui parle. Oui, comme pour 2024. On a créé 2,6% de croissance, donc il ne faut pas s'attendre à ce que j'ai dit maintenant, c'est que les 21,4%, les 21% de chômage, ils interpellent notre politique économique et notre politique publique. Ça veut dire aujourd'hui, il est alarmant de pouvoir réfléchir à une autre manière de voir les politiques économiques. Pourquoi ? Il faut passer vers une politique économique pro-emploi. Je le dis, je le répète, pro-emploi. Quand on annonce 14 milliards dans le PLF, destinés à l'emploi, très bien. Comment ne pas tomber, et justement, puisqu'on parle de sources pérennes et durables de revenus, comment ces 14 milliards vont être investis par l'argent public pour créer de l'emploi, mais quel emploi ? Très bien. Je serai tout à fait aligné avec l'idée du gouverneur de la Banque centrale qui l'a dit hier. L'emploi est lié à la croissance. Il n'est pas lié à 14 milliards. Bien sûr, je ne peux m'empêcher de faire réagir professeur Komat sur ce point en particulier très sensible, celui du taux de chômage, celui de la croissance et surtout, est-ce que vous y voyez une issue réaliste avec bien sûr les épisodes de sécheresse qui se suivent et l'impact direct sur le rural et sur l'agriculture et par ricochet sur l'emploi dans ces régions? En fait, il y a plusieurs facteurs qui font qu'effectivement, la question de l'emploi s'érige comme une question très compliquée. Tout d'abord, en fait, un point de taux de croissance crée moins d'emplois qu'il y a 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, on estime qu'un point de croissance, il pourrait créer 20 25 000 emplois, alors que dans le temps, il crée 30 000, 40 000, parce que nous sommes aujourd'hui dans des secteurs capitalistiques, dans des secteurs technologiques, qui créent moins d'emplois que les secteurs classiques. La deuxième chose, c'est la dimension sécheresse. On a les chiffres de l'année dernière, où pratiquement on a perdu 188 000 postes à cause de la sécheresse. Et donc, c'est un facteur multiplicateur du chômage. Alors aujourd'hui, bien évidemment, c'est une priorité pour le gouvernement. D'ailleurs, il a annoncé, d'ailleurs on l'attend, la stratégie, il est annoncé d'une manière imminente, à ce qu'il va y avoir une stratégie sur 5 ans, une stratégie sur 10 ans, qui en principe, ces 14 milliards de dirhams devraient être justement une bouée d'oxygène pour mettre en place cette stratégie. Alors, pour l'économiste que vous êtes, comment on peut investir 14 milliards de dirhams pour créer combien d'emplois pérennes? Parce que c'est bien de lancer des initiatives, ça a été le cas les 2 dernières années de ce même gouvernement, de créer des initiatives, notamment pour l'auto-entrepreneuriat ou même pour l'emploi, mais ça reste très éphémère. Après, bon, on n'a pas les chiffres malheureusement, on n'a pas audité cela, mais on a vu les résultats à travers les chiffres de nombre d'emplois détruits en zone urbaine, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Alors en fait, il faut tout d'abord rappeler que le gouvernement n'a pas le choix.
n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est la problématique numéro 1 pour le gouvernement, c'est la question du chômage. D'autant plus que les chiffres qui ont été annoncés, ce sont des chiffres alarmants. Donc, ça fait des années qu'on n'a pas atteint ces chiffres aussi élevés. Donc, c'est une question prioritaire. Il faudrait bien qu'il y ait des actions. Alors, qu'en est-il en termes d'impact? C'est cette stratégie qui va le démontrer. Alors, comment? En fait, a priori, il va y avoir certainement un soutien à l'employabilité en encourageant les entreprises avec des dégrèvements sur le côté social, etc., comme on l'a toujours fait pendant une période donnée. Lorsque vous recrutez, il y a une exonération, par exemple, de tout ce qui est CNSS, etc. Ça, c'est un volet important. Il y a le deuxième volet, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, nous avons un taux d'entrepreneuriat parmi les plus faibles en termes de création d'entreprises. Et puis, il y a, et ce qui complique la chose, c'est la défaillance des entreprises. Donc, on crée des entreprises, mais celles qui disparaissent sont parfois plus importantes que celles qu'on crée. Et donc, il va falloir soutenir la création, mais également essayer de préserver justement celles qui existent. Alors, ce qui est noté, c'est qu'au niveau de la charte d'investissement, on attend des décrets concernant le soutien à la TPME, à la toute petite moyenne entreprise et la PME, parce qu'aujourd'hui, les grandes structures, ils ont leurs conditions de soutien, on les connaît, mais on attend qu'il y ait la stratégie par rapport à la TPME et la PME, parce que c'est la TPME et la PME qui constituent 93% des tissus d'entreprises au Maroc qui créent de l'emploi. Il faut en créer d'autres et il faut préserver celles qui existent. Et en principe, la stratégie devrait tourner autour de ces dimensions. Bien sûr, et on attend les décrets d'application concernant la TPE et la PME dans cette fameuse charte de l'investissement. Donc en attendant les décrets, Madame la ministre des Finances a rassuré aujourd'hui que le nombre au Parlement, que le nombre de défaillances d'entreprises, ou plutôt de faillites d'entreprises, n'avait pas augmenté, contrairement aux allégations de certains parlementaires. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. J'espère qu'on a réussi à mettre la lumière sur ces publications d'institutions majeures de notre pays, à savoir la Banque centrale, le Haut Commissariat au Plan et bien évidemment la Cour des comptes, en compagnie de nos experts distingués, que je remercie encore une fois. Merci encore, Zakaria Ferrano, toujours un plaisir. Et mes remerciements vont également à mon cher Abdelatif. Merci beaucoup, professeur Komat, et toujours un plaisir de vous accueillir. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.